Comment restituer ce basculement de l'enfance vers l'âge adulte qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence? Les émois d'un premier amour et les ambiguïtés d'une sensualité en plein désordre. Lorsque l'on porte le nom de Colette et qu'au début des années 20, on est une femme décidée à vivre seule de son talent et selon son bon vouloir, cela ne s'écrit pas comme une bluette. Les stéréotypes du féminin et du masculin y sont à front renversés. Dans Le blé en herbe, Vinca est une fille décidée et valeureuse. Phil, lui, est fragile et plein de doutes. Et ce n'est pas avec Vinca qu'il perd sa virginité, mais dans les bras d'une femme ayant le double de son âge. Le roman épouse les cieux d'opale de la Bretagne pour ausculter les atermoiements des cœurs de 16 ans. Et pour raconter le bouleversement d'une première expérience sexuelle, presque un traumatisme, il se fond dans la violence des marées d'équinoxe. Ces paysages, ces sensations marines, ce sont celles de l'Éden de Colette, Rosven. La terre finissait là, à la lisière du pré sableux. Encore un effort du vent, encore un soulèvement du champ gris labouré d'écume parallèle, et la maison, sans doute, voguerait comme une arche. Rosven, le tertre blanc en breton, un manoir du bout du monde. Colette est accompagnée de sa maîtresse Missy, la marquise de Morny, lorsqu'elle le découvre en 1910, seule face à la mer et à la plage de la Touesse, entre Cancale et Saint-Malo. C'est l'endroit idéal pour vivre un amour décrié. Car Paris s'indigne des extravagances du couple. La richissime Missy s'habille en homme et fume le cigare, tandis que Colette, alors comédienne, joue nue. Il faut vous imaginer qu'on parle d'une femme divorcée, d'une femme qui se produit sur scène, légèrement vêtue. Elle a le statut social quasiment d'une prostituée pour l'époque. Et évidemment, sa relation avec Missy la marginalise davantage. C'est dans ce contexte qu'elles arrivent face à cette anse et ce magnifique petit manoir. Elles tombent toutes les deux amoureuses de ce lieu. Et il faut vraiment penser ce projet d'acquisition comme le projet d'un couple. C'est vraiment deux femmes qui veulent vivre ensemble à l'abri du regard des autres et leur amour en pleine liberté. Et donc, elles décident d'acquérir ce manoir. Dès lors, Colette respire. Et si l'idylle avec Missy prend fin 1 an plus tard, la romancière y séjourne chaque été. Le plaisir physique de Colette est extrême. Colette était très à l'aise avec son corps. C'est un corps qu'elle avait façonnée. Colette était une gymnaste, elle faisait de la boxe, elle avait fait de son corps l'instrument de sa libération. Et donc ici, il faut l'imaginer, elle est dans un maillot de bain troué, elle se compare à un morceau de gruyère en deuil, elle se compare elle-même à une tritonne parce qu'assez vite elle a pris du poids, mais elle est très à l'aise, ça ne la gêne pas. La villa devient le joyeux phalanstère dont Colette a toujours rêvé. Amis, artistes, poètes ou romanciers s'y retrouvent, ainsi qu'un journaliste, Henri de Jouvenel. Colette s'en dit amoureuse et à 39 ans, en fait son deuxième époux. Jusqu'au jour où un invité pose ses valises à Rosven, le fils d'Henri de Jouvenel, Bertrand, 17 ans. C'est un jeune homme, comme on peut avoir cette image de l'adolescent, un petit peu fragile, un petit peu mince, pas très adroit, pas très à l'aise dans son corps. Et Colette se montre très maternante. Sans doute qu'elle cherche à l'initier à la nature, apprendre à regarder les fleurs. Elle lui fait découvrir un monde qui n'est pas celui de ce monde un peu bourgeois, un peu renfermé sur lui-même. Colette s'attache à l'adolescent. Une entente réciproque qui devient complicité. Entre jeux de plage et baignade, l'heure est aux confidences. Bertrand, épris d'une jeune Anglaise, se livre à sa belle-mère et Colette imagine le roman Le blé en herbe, dont les jeunes héros se prénomment Philippe et Vinca. Ils nageaient côte à côte, lui plus blanc de peau, elle brûlée comme une blonde. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rendait à leur âge difficile la paix et l'enfance, toutes deux en péril. Colette fait du littoral le témoin des aventures intimes de Phil et Vinca. Dans son roman, elle surnomme les adultes les ombres, car les deux adolescents les effleurent sans les voir.
Leur terrain de jeu favori, une petite crique abritée dans la pointe découpée des grands nez. C'est vraiment le domaine où ils vont s'extraire du monde des adultes, où les deux adolescents jouent un peu le rôle qu'on attend d'eux, notamment Vinca qui se projette ou qui réagit à ce qu'on attend d'une petite ménagère accomplie qu'elle sera un jour. Alors qu'ici, l'espace est vraiment ouvert, libre. Ils ont une forme de sauvagerie, ces deux petits Parisiens qui fuient la société. Et je pense que ce paysage répond tout à fait à ce désir de fuite, de solitude, d'intimité en quelque sorte. Ils foulaient l'origan poivré et les derniers parfums du mélilo. Au-dessous d'eux, la mer claquait en drapeau déchiré et léchait onctueusement les rocs. Sa force repoussait vers le haut de la falaise des bouffées tièdes, qui portaient l'odeur de la moule et l'arôme terrestre des petites brèches, où le vent et l'oiseau sèment en volant des graines. L'écriture de Colette est un très très bon exemple de cette écriture multisensorielle où la nature répond à la sensualité ou au désir des êtres, où elle comble ce désir. Et on a là aussi une espèce d'immersion qui est presque amoureuse, qui est presque voluptueuse dans le paysage. Mais l'adolescence est l'âge de tous les tourments. Et pour Colette, la mer de Bretagne en est le miroir. Phil s'extrait parfois de son refuge pour se rendre à bicyclette dans la ville la plus proche, Saint-Malo. La cité corsaire est le théâtre d'un spectacle grandiose qui se joue chaque saison, les marées d'équinoxe les plus grandes d'Europe. À marée haute, les vagues, portées par le vent, explosent sur la digue. Tandis qu'à marée basse, la Manche évaporée laisse apparaître brise-lames et rochers dans un désert silencieux, un paysage cyclotimique que Colette transforme en matière romanesque. Ce sont des rendez-vous systématiques avec la mer. On passe du calme à la tempête, on passe du bonheur à l'angoisse, on passe de l'enfance à l'âge adulte. La marée basse, c'est la complicité, c'est la recherche des crevettes ou des tourteaux dans les petites flaques. Alors que la marée haute, la tempête, là, c'est je dirais les tourments. Les déchaînements d'interrogations qu'on peut avoir quand on est adolescent. Cette espèce de rancune qu'ils ont l'un envers l'autre, alors qu'ils commencent à s'aimer vraiment comme des adultes. Je crève, entends-tu ? Je crève à l'idée que je n'ai que 16 ans. Ces années de bachot, ces années où il faut avoir l'air, devant papa et maman, d'aimer une carrière pour ne pas les désoler. Oh Vinca, Vinca, je déteste ce moment de ma vie. Le mépris d'un temps où le corps et l'âme fleurissent, changé en héros romantique, cet enfant d'un petit industriel parisien. À la lisière du chemin des Goémons qui mène à l'anse de la Touesse, Philippe rencontre celle que Colette appelle la Dame en blanc, Camille d'Alray. Impérieuse sur ses hauts talons, en vacances dans une villa des environs, elle s'est égarée et sollicite son aide. Il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose d'ambigu et d'équivoque, parce qu'elle l'appelle Monsieur Phil, elle le virilise quelque part. C'est une prédatrice. Elle raillait d'une manière virile, condescendante. Et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. Cette rencontre signe pour Philippe la fin de l'enfance. Cette femme hante ses jours et ses nuits. De retour d'une course à Saint-Malo, il la croise devant sa villa, Keranna, et elle l'invite à entrer. C'est une maison qui l'intrigue, qui lui fait peur. Il entre là et tous les repères sont inverses de ceux qu'il connaît. Ce sont des couleurs sombres, des rideaux assourdis. On est entre un temple dédié à une divinité étrangère et une cave. C'est comme si c'était une descente dans les fantasmes de l'inconscient. Elle s'était assise assez loin de Philippe, et la fumée verticale d'un parfum qui brûlait montait entre eux. Philippe croisa l'une sur l'autre ses jambes nues, et la dame en blanc sourit, pour accroître la sensation de cauchemar, d'arrestation arbitraire,
d'enlèvement équivoque qui ôtait à Philippe tout son sang-froid. Il s'attendait à entendre tomber sur le tapis, régulières, étouffées, les dernières gouttes d'un sang qui quittait son cœur. Quand il rentre, après sa première nuit d'amour avec Madame d'Alray, Colette raconte qu'il se regarde dans la glace et y voit le visage d'une jeune fille meurtrie. Philippe cherchait en vain, dans sa mémoire, le livre où il est écrit qu'un jeune homme ne se délivre pas de l'enfance et de la chasteté par une seule chute, mais qu'il en chancelle encore, par oscillations profondes et comme sismiques pendant de longs jours. Dans ce roman, personne n'est ce qu'il paraît être. Et Phil se croit un homme et en fait, il est fragile comme une femme. Et en face de lui, il pense qu'il a une femme et en fait, il y a l'esprit viril de l'homme. C'est un roman qui déstabilise tous les stéréotypes de genre. C'est ça le véritable aspect révolutionnaire du roman. C'est l'inverse d'un roman bourgeois puisque personne ne possède son identité. Colette refuse les caricatures et montre que chaque être humain a une densité, a une richesse propre. Ce livre, c'est la complexité de l'être humain. Le blé en herbe est le premier roman que Colette signe de son seul nom après la série des Claudines vampirisée par son premier mari, Willy. Le livre paraît d'abord en feuilleton, dans le quotidien Le Matin en 1922, avant d'être interrompu suite aux plaintes de lecteurs. Et ce n'est pas tant l'histoire entre l'adolescent et la femme adulte qui scandalise que la possibilité d'une intimité sensuelle entre Vinca et Phil. Il sera finalement publié sous forme de roman en 1923. Salué par la critique, il confirme le génie littéraire de Colette. Mais un nouveau rebondissement surgit 60 ans plus tard, lorsque l'on découvre l'histoire d'amour réel qui a inspiré l'œuvre, une relation dissimulée qui a duré 5 ans. Colette va entretenir avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, une liaison secrète, une liaison cachée ici à Rosven, cachée à Paris dans un petit appartement, rue d'Alray, donc qui inspirera à Colette le nom de la Dame en blanc, jusqu'à ce que l'écrivaine décide de rendre en quelque sorte publique cette liaison en écrivant Le blé en herbe. La relation entre Colette et Bertrand de Jouvenel a surpris l'un et l'autre. Je pense que Colette a découvert en elle une ressource d'amour auquel elle ne croyait plus guère. Colette n'est pas un auteur qui croit à l'amour. Tous les romans d'amour de Colette sont des romans désespérés, qui se terminent mal. L'amour n'est pas un sentiment honorable. L'amour, le beau, le cuisant, c'est une blague de romancier, disait-elle. Mais là, elle découvre avec ce jeune homme ce que peut être le beau et le cuisant amour. Rosven incarne un chapitre peut-être fondamental de sa vie, puisqu'elle arrive ici en 1910 quand elle est une marginale de la société. Lorsqu'elle quitte cette maison en 1925, on lui a remis la Légion d'honneur. Elle est considérée comme le plus grand écrivain vivant. Et donc Rosven a été à la fois le témoin et peut-être la source d'inspiration de cette nouvelle métamorphose.